On poursuit nos interviews concernant la thématique du terrorisme. On accueille Ilias, Farida, Lucien et Arnaud. Et on commence tout de suite par Ilias. Quelques mots sur ce terme terrorisme, ce mot qui est aujourd'hui un mot commun à plusieurs pays, que ce soit au nord et au sud. Comment peut-on expliquer l'émergence de cette situation et notamment finalement ce combat qui est commun à plusieurs pays? D'abord, il faut dire que le terrorisme, est l'emploi de la terreur à des fins politiques. Il peut aussi être religieux ou idéologique. Et aujourd'hui, le monde entier est plongé dans cette terreur-là, qui est utilisée par des groupes armés pour revendiquer certaines choses, certains qui revendiquent des politiques, des idéologies, et aussi récemment, dans les années 90 pour venir, il y a aussi le terrorisme islamique, donc qui est affilié au djihadisme qui est né. Et c'est un combat assez compliqué, assez difficile. C'est aussi une situation très compliquée, très complexe, cette question de terrorisme. Votre voisine, c'est Farida. Farida, quelques mots justement un peu sur ce qui vient d'être dit par Ilias. Est-ce que c'est quelque chose dont on a aujourd'hui euh, des références, des compétences idéologiques, technologiques, politiques pour les combattre, ou est-ce que c'est quelque chose qui nous a peut-être un peu dépassé, que ce soit ici en Afrique, mais aussi en Europe? Merci. Bon, moi, je pense surtout que le terrorisme de nos jours, si on regarde bien l'évolution que ce phénomène a eu, on pourrait dire que ça nous a dépassé parce que avant on voyait ça pour concernant, on trouvait que ça concernait les pays du Nord. Mais si on regarde bien, ça descend, ça va un peu plus. Même les pays côtiers et tout, où il n'y a même pas de désert, ça commence à prendre un peu de l'ampleur là-bas. Donc c'est un phénomène qui est beaucoup difficile à maîtriser. On pourrait croire que ça dépend des moyens financiers d'une armée, mais c'est un peu plus stratégique que ça. Donc c'est surtout ça la difficulté actuellement, étudier la psychologie de ces derniers là, des terroristes. Donc c'est ça qui fait surtout et la difficulté même de ce phénomène là un peu partout dans le monde. Comment expliquer, Arnaud, que des jeunes, aujourd'hui, que ce soit ici en Afrique, mais évidemment en Europe, à un moment donné, embrassent ce type d'idéologie et passent plutôt par le choix des armes au lieu du choix politique de l'élection pour justement transformer les sociétés. Est-ce que c'est quelque chose qu'on arrive à comprendre quand on a aujourd'hui 20, 25 ans ici à Ouagadougou? Ok, merci. Je pense que le phénomène du terrorisme aujourd'hui est lié à un certain nombre de paramètres. Je vais d'abord parler du volet de la politique. Voilà, le terrorisme est fertile, par exemple, dans un pays ou dans une localité où l'État a failli. Généralement, c'est des pays, bon, des localités qui ont été abandonnées, soit par l'État où il n'y a pas les services minimums qui permettent à une population de s'épanouir. Et si je vais prendre l'exemple du nord du Burkina Faso, c'est une zone qui a été abandonnée, je dirais même depuis les indépendances, où voilà, il n'y avait pas de représentants voilà, de l'État. L'État était absent. Donc, et les populations qui sont dans ces localités-là profitent de ce vide et voilà, pour s'accrocher à quelque chose, le premier venu, il peut venir, il raconter du n'importe quoi, et puis voilà, il s'accroche à cela, puisqu'ils n'ont pas la fibre patriotique, ils ne se sentent pas membres d'un État, d'une nation, donc ils sont beaucoup plus manipulables s'ils n'ont pas de repères, voilà, allant dans ce sens-là. Et deuxièmement aussi, il faut dire que, en plus du vide de l'État, il y a aussi le problème de l'éducation. L'éducation, je pense qu'il y a une citation d'une organisation internationale qui dit que voilà, les mots viennent en fait, je vais un peu paramétrer et je dis paraphraser du moins pour dire que ce qu'ils veulent dire, c'est que c'est par le mal et par l'ignorance que naissent les mots. Par conséquent, il faut combattre ces mots aussi par la connaissance, l'éducation comme ça. Donc, si et les populations d'une localité n'ont pas un certain niveau de compréhension d'un certain nombre de choses, facilement ils peuvent croire à n'importe qui
Et d'où l'idée même de lavage de cerveau que on attribue généralement à ces groupes-là. Lucien, est-ce que le développement du terrorisme est lié à la pauvreté? Bon, pas forcément, parce que lorsque nous regardons ces personnes-là, ils ne sont pas forcément pauvres. Il y a des zones, comme l'a dit Arnaud, où on instrumentalise les pauvres, mais la base n'est pas pauvre. Et selon un témoin que j'ai écouté, et lorsque vous arrivez même dans un lieu où ils opèrent, ils sont bien à l'aise. Un m'a confié que il était allé en tant que journaliste pour des recherches, et le biotope dans lequel le chef de ces groupes de terroristes là habitait était même un lieu où, même en ville ici à Ouagadougou, il faut être d'une certaine classe pour pouvoir avoir ces gens de coins pour loger. Donc c'est dit que ce n'est pas seulement une question de pauvreté. Dans les États pauvres comme le Burkina Faso, on peut rapidement dire que c'est la pauvreté, mais quand nous regardons tout, comme vous venez de le dire tout de suite, aucun État n'est épargné, même les États-Unis. Et quand nous voyons par exemple les auteurs de ces actes, ils ne sont pas des pauvres. Quand nous regardons en Tunisie, que ce soit en France, en revenant sur le parcours de la personne, ils ne sont pas toujours pauvres. Donc c'est dit que la question de la pauvreté, ça peut être une astuce, mais ce n'est pas forcément ça. Quel est ton point de vue, Ilias, par rapport à ça? Est-ce qu'il y a une crise des institutions là où le terrorisme se développe? Est-ce qu'il y a aussi un rejet des élites là où le terrorisme se développe? Ou est-ce que c'est des choses qui sont en parallèle finalement à des situations qu'on ne peut pas expliquer de la sorte? Je crois que quand on explique cette question du terrorisme, il faut prendre chaque guerre liée au terrorisme par rapport à son contexte. Donc quand on prend l'exemple du Burkina Faso et de la zone sahélienne, on sait qu'au début il y a eu la crise de 2011 en Libye, qui a déstabilisé le pays et qui a favorisé l'arrivée de certains combattants qui ont combattu auprès de Muammar Kadhafi et qui sont revenus vers le Mali. Mais avant cela, il y avait des groupes qui revendiquaient le nord du Mali, qui revendiquaient donc un territoire au niveau du nord du Mali, et il y a ce groupe-là. Donc, du coup, au Mali, on a eu, je crois, en 2012, 4 groupes de terroristes qui étaient là, et certains qui revendiquaient les territoires, d'autres qui revendiquaient autre chose. Et le Mali étant un État faible, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a cette démission de l'État qui n'arrive pas à assurer la défense, qui n'arrive pas à protéger son territoire. Donc l'État est absent dans certains endroits. Et aussi, il y a la pauvreté qui compte, parce que les terroristes, quand ils viennent, il faut qu'il y ait des soldats. Et ils recrutent parmi les populations les plus pauvres. Ils sont vulnérables, ils sont plus convaincants. Facilement, on arrive à les convaincre à rejoindre les troupes. Et les terroristes, ils ont, comme Lucien le disait, c'est-à-dire ceux qui initient, ils ont le moyen. Ils ont les moyens de pouvoir recruter les gens, ils ont les moyens de les nourrir, de les loger, de leur donner ce qu'ils veulent. Et du coup, ça fait que ces gamins, ces jeunes, décident de combattre auprès de ces terroristes-là. Donc, c'est un ensemble de choses qu'il faut prendre en compte. Maintenant, quand on prend peut-être dans le contexte européen ou dans le contexte américain, ça, c'est autre chose qu'il faut prendre en compte ici. Par exemple, aux États-Unis, ça pourrait être une question idéologique. Voilà. En France, notamment, ça pourrait être une question idéologique ou politique. On l'a vu depuis 1945, je crois. Et en Europe, le terrorisme était né, mais c'était du terrorisme politique, là où en Espagne, des groupes essayaient de faire de tuer des gens pour exprimer leur penchant politique, pour exprimer leur penchant idéologique. Donc, l'analyse se fait par rapport au contexte. L'autre question, elle est aussi en termes de l'identité et de la religion. Est-ce que vous avez l'impression, vous, Farida, que de toute façon ces questions aujourd'hui sont posées et que l'émergence du religieux vient justement s'imposer à nous parce que on ne croit plus dans les démocraties, on ne croit plus dans le système démocratique, et peut-être que finalement les gens s'identifient davantage à une religion, à une ethnie, plus qu'à un projet politique avec un destin commun? Oui, c'est vrai que les gens s'identifient de plus en plus à une religion ou ne jurent que par la religion. Et dans le cas du terrorisme, c'est vrai que ça s'identifie plus à la religion islamique. Mais je crois que ils se servent plutôt de cette religion-là pour faire passer leur message. Sinon, je ne crois pas vraiment que
ils sont plus religieux que peut-être celui qui est à la maison et qui ne force pas quelqu'un à aller dans son sens. Donc il y a ce problème-là par rapport à leur lutte. Et la plupart aussi des musulmans, je dis que j'appelle les musulmans moyens. Quand je dis musulmans moyens, j'appelle ceux qui sont les musulmans modérés, ne s'identifient pas vraiment à ces actes-là. Donc il y a cette problématique là par rapport à et peu importe la religion, il n'est pas question de tuer quelqu'un pour que cette personne vienne dans son sens. Arnaud, est-ce que l'une des possibilités pour justement lutter contre le terrorisme, c'est le développement économique? C'est-à-dire qu'au fond, là on entend depuis quelques années, que ce soit ici en Afrique ou en Europe, l'idée qu'il faille éradiquer les terroristes. Donc c'est un combat en fait donc armé entre des autorités légitimes et évidemment des groupes armés. Mais est-ce qu'on peut pas aussi imaginer que peut-être l'une des entrées possibles, c'est justement le développement économique, le développement culturel, le développement politique dans un certain nombre de pays qui pourrait assécher finalement les rangs de ces combattants armés? Ok, pour commencer, je dirais que d'abord il faut commencer par construire une véritable nation. Pour les pays, par exemple sahéliens comme le Burkina, il faut d'abord arriver à asseoir une nation forte, et que des citoyens burkinabés ou africains ne se sentent pas exclus de leur propre pays. Donc si on arrive à rassembler les gens autour des valeurs communes de la nation, je pense que après cela on peut parler maintenant du volet développement économique, parce que comme Ilias l'a dit tout de suite, chaque contexte aussi, il y a un type de terrorisme qui s'applique à chaque contexte. Et pour le cas du Burkina Faso, des pays africains en général, je dirais qu'il va falloir construire la nation d'abord et plus tard, et pas plus tard même, on peut faire les deux à la fois. Par exemple, au Burkina ici, le gouvernement a lancé un programme d'urgence pour le Sahel, et de même que les zones qui ont été touchées par le terrorisme. Donc, je dis que développer l'économie aussi dans ces localités, ça va contribuer peut-être à ralentir un peu ces actes terroristes, mais pas à les éradiquer totalement. Parce que comme on le dit, ceux qui se sentent pas, ceux qui ne se reconnaissent pas à travers, par exemple, les autorités qui ont été élues, ou qui ne se sentent pas burkinabés, qui se sentent délaissés, voilà, ils peuvent trouver d'autres moyens de lutte autres que, voilà, parce qu'ils sont pauvres, ils sont recrutés, donc ils peuvent trouver d'autres moyens de lutte comme le terrorisme politique ou idéologique, d'autres choses de ce genre-là. Mais déjà, développer l'économie contribue à ralentir effectivement le développement de ces cellules dans les différentes localités. Lucien, on va parler de ta génération. Finalement, c'est le problème aujourd'hui de ta génération. Vous êtes prêt à intégrer le monde du travail, donc le monde des responsabilités. Est-ce que tu as l'impression qu'autour de toi, ici par exemple à Ouagadougou, c'est une question qui est fondamentale, c'est-à-dire la prise de pouvoir d'une nouvelle génération pour diriger le pays, et dans quel état d'esprit est cette génération aujourd'hui? Comme vous l'avez dit, la génération burkinabé aujourd'hui ne se retrouve pas dans la manière de gérer les choses de ceux qui sont dans les rênes de l'État aujourd'hui. Donc ça fait qu'il y a beaucoup de jeunes, quand vous échangez avec eux, ils vont vous dire qu'ils ne croient en personne, que ce soit l'opposition ou le parti au pouvoir. Et ce qu'eux veulent, c'est un changement véritable. J'ai échangé avec quelqu'un un chercheur, au moment où le Premier ministre avait démissionné, je lui demandais, je lui taquinais juste, je dis, est-ce que vous voulez être ministre si on vous appelle? Il dit non, que lui ne veut pas être ministre. J'ai dit, pourquoi vous voulez attendre 2020? Il dit non, ce n'est pas une question de 2020 ou de maintenant, mais tant que le système ne va pas changer, lui, il n'a pas ambition de devenir ministre. Autrement dit, beaucoup de Burkinabés aujourd'hui, et pas des moindres, ne croient pas à ce système qui est là. Parce que pour eux, il ne s'agit pas seulement de changer les hommes, mais de changer catégoriquement le système avec un renouvellement de l'instance dirigeante. Donc, c'est dire que, autrement dit, la jeunesse aujourd'hui, ce que nous cherchons, c'est vraiment de faire passer cette ancienne génération que nous pouvons dire entre griffes qu'ils ont passé leur temps, afin que un nouveau sang puisse venir
et afin de faire monter les choses. Parce que à l'allée où nous allons, nous voyons que ce ne sont que c'est les mêmes personnes, la même génération, la même pensée. Pendant que le monde évolue, donc il va de soi que nous essayons aussi d'évoluer avec une nouvelle manière de penser. Et je pense que c'est l'aspiration de tous les jeunes de notre nation aujourd'hui. Alors, il y a ça, et puis il y a aussi les femmes dans tout ça. Est-ce que les femmes ont leur place? Est-ce que les jeunes générations féminines ici au Burkina participent, ou en tous les cas aspirent à participer au développement du pays, qui de toute façon sera aussi un levier pour combattre le terrorisme? Farida. Oui, moi je crois que les femmes, et comme tous les jeunes femmes et tous les jeunes même aussi en général, aspirent à participer au développement de ce pays-là. Et c'est comme un peu Lucien l'a dit, c'est pas une question de personne, mais c'est une question aussi de système et aussi de mentalité et tout. Donc c'est ça la difficulté. C'est vrai que de nos jours on parle beaucoup de quotas genre et tout. Ils essaient, il y a cette question aussi de discrimination positive pour essayer d'intégrer un peu les femmes dans tous les domaines, dans tous les secteurs. Mais moi, je pense que la difficulté n'est pas surtout à ce niveau, mais je pense que il y a d'abord amener les femmes à prendre conscience qu'elles doivent se battre, s'insérer d'elles-mêmes et ne pas attendre forcément cette discrimination positive ou cette histoire de quota pour mettre une femme. Moi, je ne suis pas d'accord pour ça. Donc, je pense que c'est une question surtout d'éducation, amener chaque famille à scolariser d'abord les filles, pour qu'elles-mêmes elles comprennent un peu la portée, le sens même de l'éducation, et ensuite elles vont se travailler à intégrer tous les systèmes d'elles-mêmes, mais ne pas attendre que ce soit le gouvernement qui essaie d'insister sur cette question de quota genre ou de discrimination positive. Ilias, est-ce que finalement, pour résumer cette question du terrorisme international, est-ce que c'est pas les rapports Nord-Sud, justement, qui sont en train d'être revus, reformulés, redimensionnés? Est-ce que finalement le Sud, aujourd'hui, n'est pas une des solutions, enfin le développement du Sud n'est pas une des solutions, justement, pour une économie mondiale plus équitable et, de facto, des poches de pauvreté moindres et donc de la violence, on pourrait supposer, moins présente? Tout à fait. Quand vous écoutez, quand vous lisez, je vais dire, le rapport de la conférence du G5 Sahel qui s'est tenue récemment à Ouagadougou, et on met l'accent sur le développement socio-économique des différentes zones qui ont été attaquées par les terroristes. Parce que c'est ce qu'on disait au départ, c'est-à-dire que ici il y a cette question d'abandon. Les gens se sentent abandonnés, ils se sentent délaissés. Et quand dans un côté on se sent délaissé, on se sent abandonné, on va vers un autre côté où on est considéré. Sauf que là, on nous prend pas réellement au sérieux, on nous utilise à d'autres fins qui sont pas trop bien. Et comme le disait l'autre, quand on met les gens de côté, ils s'éloignent. Alors donc, il faut réellement repenser la politique de nos États africains, asseoir de véritables nations africaines et repenser le développement socio-économique en faisant participer tout le monde, en donnant du travail à la jeunesse. Parce que, quoi qu'on veuille, aujourd'hui, c'est la jeunesse qui ne travaille pas et c'est cette jeunesse-là qui se laisse enrôler par le terrorisme et c'est cette jeunesse qui vient attaquer, par exemple, son propre pays pour le déstabiliser parce que de l'autre côté, on a mis des choses dans sa tête. Mais c'est vrai, là-bas, on lui a donné de l'argent, on lui a donné les moyens, on lui a donné du travail. On lui a fait rêver. Et c'est de ça qu'on a besoin. Nos gouvernements, on a besoin qu'ils nous fassent rêver. On a besoin qu'ils nous fassent créer. On a besoin qu'ils nous fassent vivre pour chasser hors de nos pays ce phénomène de terrorisme qui ne peut pas perdurer. Merci beaucoup Ilias, Farida, Lucien et Arnaud d'avoir participé à ce débat sur le terrorisme international. Merci beaucoup. Merci. 91.2 Radio Campus.